électoral de Samuel Gontier, qui observe ce qu'on pourrait appeler communément le contenu audiovisuel de merde depuis pas mal d'années. Et donc c'est ce qu'on appelle ça de flux, la télévision de flux. Donc voilà, un travail de veille qui fait avec une abnégation depuis pas mal d'années. Et voilà, donc je vois que tu as préparé ton travail, donc on va écouter ça avec attention. Voilà, j'ai quelques notes, je vais essayer de pas trop les lire. Donc je suis journaliste à Télérama, plus spécialement chroniqueur de la télé et de ses horreurs, parce que j'ai d'autres collègues qui au contraire s'attachent à prescrire, à recommander les bons programmes, les bonnes séries, les bons films, les bons documentaires, etc. Donc moi j'arrive plutôt pour commenter la télé de flux, c'est-à-dire ce qui n'est pas visible à l'avance, ce qui est diffusé au jour le jour, donc beaucoup de programmes de tous les JT, toutes les chaînes d'infos, tous les talk shows d'actualité, la télé-réalité, ce genre de programmes qu'on ne peut pas voir à l'avance et sur lesquels je réagis plutôt à chaud. Alors merci aux organisateurs, merci à Moé, merci au Montant l'air de m'avoir invité. Au départ, j'étais pas très chaud parce que quand même, je travaille à Télérama, donc participer à un week-end sur la presse pas pareil. Sur la presse indépendante, là je rappelle que Télérama appartient au groupe Le Monde, et que Le Monde appartient lui-même à Xavier Niel, donc qui est le patron de Free, qui est aussi le gendre de Bernard Arnault. Bon, en même temps, je dois reconnaître que j'ai pas trop de problèmes, même pas du tout de problème à Télérama. On nous laisse tranquille parce que c'est un journal qui marche bien, donc on peut travailler les sujets qui nous plaisent comme il nous plaît à peu près, et moi on m'en fiche une paye royale, donc j'en profite. J'avais une deuxième réticence un peu à venir ici, c'est que il s'agit quand même de voir comment peut s'organiser la presse indépendante et de voir quel peut être son pouvoir d'action. Alors, du coup, je ne suis pas très compétent dans ce domaine. Donc on m'a convaincu de venir parler de l'antithèse un petit peu de la presse indépendante et des médias mainstream, et c'est vrai que ça vaut le coup quand même d'en exposer un petit peu brièvement les travers, les dérives, pour comprendre du coup l'intérêt de la presse indépendante. Et alors pour illustrer ces dérives, je vais vous livrer quelques citations que là du coup je vais lire. Le premier grand écologiste, ça a été un certain Adolf Hitler. Alors ça c'est Pascal Bruckner qui le dit sur CNews. Quelques jours avant, Yvan Rioufol avait assimilé le sort des non-vaccinés à celui des juifs du ghetto de Varsovie. Une autre citation, on ne peut pas comparer Dieudonné et Zemmour, il y en a un qui s'en prend à une race, les juifs, coupables de par leurs origines. Zemmour, lui, s'en prend aux Arabes parce qu'il dit que ce sont des voleurs. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est Yves Tréhard, éditorialiste du Figaro, et c'est pas sur CNews, là c'est sur LCI, donc une chaîne beaucoup plus policée. Et encore une chaîne beaucoup plus policée, BFM TV, où l'éditorialiste Julie Graziani réagissait à une prestation de Zemmour sur cette même chaîne, BFM TV, et qui disait « Il y a une honnêteté intellectuelle poussée presque à son paroxysme. Il parvient à créer une empathie et même un moment émouvant. » Donc vous avez le droit de pleurer. Alors, vous avez remarqué que je parle ici surtout des chaînes info, et je vais m'expliquer pourquoi je parle surtout des chaînes info aujourd'hui et dans mes chroniques. C'est que je pense qu'elles ont pris vraiment une place prépondérante dans la fabrique de l'information et donc de l'opinion, et bien au-delà de leur audience à un instant T, qui en fait se limite à quelques centaines de milliers de téléspectateurs. Mais le problème, c'est que si on considère leur audience cumulée sur une journée, on est plutôt pour BFM TV par exemple à 10 millions de personnes, 10 millions de téléspectateurs différents qui regardent BFM TV chaque jour. CNews qui fait à peu près les mêmes audiences, c'est pas très loin non plus. BFM TV, ça peut même être beaucoup plus quand il y a des journées de forte actualité, ça peut monter à 12-15 millions de personnes qui le regardent quand il y a une guerre en Ukraine par exemple, quand il y a des grosses manifs de gilets jaunes, là on peut compter même jusqu'à 15-20 millions de téléspectateurs sur une journée. Voilà, LCI est un petit peu derrière, parce qu'elle a des audiences plus faibles. Mais bon, tout ça pour dire qu'en fait c'est devenu un réflexe pour beaucoup de gens de zapper sur BFM TV pour avoir de l'info, comme autrefois on zappait on allumait une radio pour avoir le flash, pour avoir des infos. Et là je ne parle pas en plus de tous les écrans branchés sur les chaînes info et qui sont allumés non-stop dans les cafés, les restaurants et aussi bien sûr les ministères. Et puis à ces téléviseurs s'ajoutent bien sûr les réseaux sociaux. Les chaînes y postent sans arrêt des extraits d'émissions
évidemment les plus clivants, les plus choquants, donc ça suscite des partages, des critiques, des indignations, mais peu importe, ça contribue à la visibilité de ces chaînes. Ces chaînes ont une grande importance aussi parce que c'est vraiment des carrefours où tout le monde se retrouve. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est d'abord les politiques. Et voilà, c'est très important pour n'importe quel politique de faire BFM TV, de faire LCI. Pour les seconds couteaux ou les petits nouveaux, c'est le moyen d'exister, ou c'est une consécration d'apparaître sur BFM TV ou sur ses rivales. Et puis sur ces chaînes, on se retrouve aussi la fine fleur du journalisme français. Enfin, là encore, la fine fleur, à quelques exceptions près, il n'y a pas vraiment de représentants des médias indépendants, mais plutôt à foison des éditorialistes de journaux et de radios qui appartiennent à des grands groupes privés, détenus par des milliardaires en général. Et du coup, ces chaînes info représentent un concentré du système médiatique dominant, et finalement, elles ont une influence majeure sur l'agenda, la hiérarchie, le cadrage de l'actualité, pas forcément sur ce qu'on pense de telle ou telle actualité, mais au moins de dire de quoi on parle. Voilà, c'est elle qui fixe un peu l'agenda et les sujets dont on va parler et de quelle manière on va en parler. Et elle joue donc un rôle vraiment prépondérant dans ce que Bourdieu appelait dès 1996, donc avant Internet, avant les chaînes d'info, ce qu'il appelait la circulation circulaire de l'information, qui donc du coup s'est intensifiée, s'est accélérée avec l'apparition des réseaux sociaux et donc de ces chaînes info. Alors je vais pas trop m'attarder aujourd'hui sur la manière dont elle parle de la guerre en Ukraine, parce qu'il y a eu un débat, je crois, hier sur le traitement de la guerre. Ah, finalement, il n'a pas été fait. Bah, je vais faire juste deux, trois petites remarques sur la guerre en Ukraine. Alors, sur ce qui est frappant, par exemple, c'est que sur CNews, on recycle en fait les anciens invités de RT, la chaîne qui a été interdite. Alors, à tort ou à raison, c'est pas le débat. Mais en tout cas, les poutinophiles ont libre antenne sur CNews. Par exemple, Émeric Chauprade, qui est présenté comme géopolitologue, sans préciser que c'est un ancien élu eurodéputé Rassemblement National, conseiller en relations internationales de Marine Le Pen. C'est lui qui l'a mise en relation avec les oligarques russes, c'est lui qui a permis au Front National de se financer en Russie. Donc voilà, sur CNews, on estime que l'Occident et l'Ukraine ont bien cherché ce qui leur arrive, on renvoie dos à dos les belligérants, on qualifie de dégâts collatéraux la dévastation des villes, on diffuse la propagande du Kremlin, on réécrit l'histoire, etc., etc. Et puis sur BFM TV, sur les autres chaînes, à la radio, vous avez peut-être pu entendre, dans les journaux même, partout on s'apitoie sur les réfugiés, parce que figurez-vous qu'ils ont les mêmes voitures que nous. Ça, c'est un argument qui est revenu plusieurs fois. Voilà, ils ont la même civilisation, la même religion, donc il n'y a pas de problème pour les accueillir. Contrairement à d'autres. Alors, du coup, je passe vite sur l'Ukraine et je vais revenir à la présidentielle et à la campagne électorale depuis la rentrée de septembre, parce que c'est un petit peu l'actualité aussi politique du moment. On a tous pu constater que Zemmour et l'extrême droite avaient bénéficié d'une incroyable promotion. Et pourtant, quand on va sur le site de l'Arcom, qui a remplacé le CSA, qui est donc l'autorité de régulation, de contrôle et de régulation des médias audiovisuels. Donc cette autorité établit un décompte du temps de parole des candidats, puisqu'il doit y avoir une équité. Jusqu'à aujourd'hui, à partir de demain, ce sera l'égalité, mais jusqu'à maintenant, c'était l'équité, qui est basée sur des critères assez subjectifs, en fait, à la fois les sondages, l'animation de la campagne, le nombre d'élus, etc. Enfin, du coup, on fait à peu près ce qu'on veut. Alors, si je prends le décompte de l'Arcom, on s'aperçoit que l'équité est à peu près respectée. Les différents candidats ont à peu près le temps d'antenne qui correspond à leur poids dans les sondages, sondages dont on pourrait aussi douter de la fiabilité, et dont les chaînes info d'ailleurs font un grand usage, ce qui contribue beaucoup aussi à leur influence. Alors, il y a une étrangeté, par exemple, dans ce décompte de l'Arcom, c'est que BFM TV accorde plus de temps d'antenne à Zemmour et à ses représentants que CNews. Alors, on sait que CNews, pourtant, roule pour le candidat de Bolloré. Alors, pour comprendre pourquoi Zemmour et l'extrême droite ont pris tant de place depuis la rentrée dans ces médias, il faut prendre d'autres statistiques. Par exemple, Libération avait compté le nombre de tweets postés par BFM TV à propos de personnalités politiques entre le 7 septembre et le 7 octobre, donc pendant un mois, au moment de l'émergence de Zemmour. Et il y avait plus de 400 tweets qui étaient dédiés à Zemmour, c'est-à-dire presque 15 par jour.
C'était 3 fois plus que le nombre de messages consacrés à la deuxième personnalité la plus citée, qui était Marine Le Pen. Voilà, quelques mois plus tard, la première semaine de février, les tweets évoquant Zemmour et Le Pen, c'était 2/3 de ceux postés par BFM TV et 3/4 de ceux postés par CNews. On en conclut que les statistiques de l'Arcom ne sont pas vraiment représentatives. Et la question qu'il faut se poser, c'est sur ces chaînes, de quoi parle-t-on et avec qui en parle-t-on? Je ne vais pas trop m'apesantir dans un premier temps sur CNews, parce que c'est vraiment la plus caricaturale. Ouais, c'est un ramassis de réac racistes, sexistes, où on réhabilite le nazisme, comme vous avez pu l'entendre, où on dénonce l'épuration conduite par les féministes radicales, intersectionnelles, woke, qui veulent, je cite, désexiser la société. Je vais prendre plutôt un débat organisé par BFM TV le 9 février dernier, un débat avec les Français, des Français bien sûr choisis par BFM TV. Ça s'appelait La France dans les yeux et l'invité était Éric Zemmour. Et alors dès 6h du matin, l'émission se déroulait le soir, mais dès 6h du matin, la journée s'est ouverte avec un reportage à Versailles qui était intitulé « Zemmour chasse sur les terres de Pécresse ». Et puis toute la journée, on a continué à faire la pub du débat du soir, à disserter sur les enjeux de ce débat pour Zemmour et pour la présidentielle. Et puis à partir de 18h jusqu'à minuit, l'antenne a été entièrement dédiée à l'extrême droite, sans même aucune coupure pub. Pendant 6 heures, on ne va parler que de l'extrême droite. D'ailleurs, elle ne sera jamais nommée extrême droite. Bien sûr, il y a les 2h40 de débat proprement dit, mais tout le reste de l'antenne est consacré à répondre à ces questions. Zemmour peut-il se qualifier pour le second tour? Zemmour peut-il obtenir de nouveaux ralliements? Zemmour peut-il faire preuve d'empathie? Oui, on a vu qu'il pouvait faire pleurer. Alors, l'éclairage est fourni par des politiques, des journalistes, des éditorialistes, de droite et d'extrême droite, en gros. Et on n'arrête pas de parler de dynamique Zemmour, car ce jour-là, Zemmour bénéficie d'une très forte dynamique, je cite. Tous les intervenants le répètent, parce que dans les sondages, il est remonté d'1 point en 15 jours. C'est dans la marge d'erreur, mais bon, c'est pas grave. Et il faut bien vendre l'émission. Alors, pendant des heures, on va donc parler de la personnalité, de la stratégie de Zemmour, sans jamais parler de son programme et de son idéologie, en fait. Le chef du service politique le revendique. L'idée, c'est pas de faire de l'idéologie des grandes théories. Non, sur BFM TV, l'élection, comme on dit souvent, c'est la course de petits chevaux. Donc c'est une compétition entre des personnes, et peu importe si ces personnes sont racistes, sexistes, homophobes, islamophobes, on ne le dira jamais. On parlera même pour Zemmour on ne parlera pas de candidat d'extrême droite, mais comme Bruce tout ça, on dira un candidat si particulier. Voilà, donc c'est la manière extrêmement dépolitisante dont on parle de politique sur BFM TV et sur les autres chaînes aussi, à longueur de journée, puisque la chaîne consacre chaque jour une grande partie de son temps à cette pipolisation du débat politique, et même à sa glamourisation quand il s'agit de femmes, comme lors du grand retour de Marine Le Pen dans les médias après sa défaite de 2017. BFM TV et LCI avaient alors chacune diffusé de magnifiques documents sur la dynastie Le Pen, la saga Le Pen, où l'on découvrait comment la pauvre Marine avait souffert des querelles familiales. Alors je reviens sur la soirée Zemmour sur BFM TV. Outre les politiques, il y avait une palanquée d'experts, d'éditorialistes, tous de droite. Puisque comme tous les éditorialistes de BFM TV sont macronistes, pour équilibrer les débats, on invite des journalistes un peu plus à droite, voire très à droite. Donc il y a par exemple un journaliste du Figaro qui est très bienveillant avec Zemmour. Il y a Julie Graziani, que j'ai cité tout à l'heure, qui a pleuré en regardant Zemmour. Voilà. Et le problème, c'est que Julie Graziani, elle n'est pas comptabilisée dans le temps d'antenne des soutiens de Zemmour. Et là, on revient au décompte de l'Arcom et du CSA. C'est que ces journalistes, ces éditorialistes, pas plus que les journalistes de Valeurs Actuelles du Figaro, qui pullulent sur les plateaux de BFM TV, pas plus que les Pascal Pro, les Yvan Rioufol, Jean-Claude Dacier, Mathieu Bock-Côté, Eugénie Bastier, Charlotte Dorneos, liste est interminable. Ça, c'est toutes les têtes d'affiche de CNews. Voilà, tous ces prétendus experts ne sont pas encartés, donc du coup, leur temps de parole n'est pas décompté. J'avance un petit peu dans l'actualité pour arriver un peu aux derniers jours, aux dernières semaines, maintenant que Macron est candidat et que les chaînes doivent respecter une plus grande équité du temps de parole. Donc Zemmour est un peu moins présent du coup. Bon, alors, sauf sur CNews, bien sûr. Par exemple, au début de la semaine, je ne sais pas si vous avez vu, il a parlé de créer un ministère de la remigration. Alors, tout de suite, CNews s'est jeté sur l'information. Laurence Ferrari explique qu'il souhaite faire repartir 1 million d'étrangers en 5 ans. Et puis, elle diffuse un extrait
d'un discours de Zemmour donc, qui explique son ministère de la remigration et qui dit on peut imaginer 100 000 renvois par an. Et là, Laurence Ferrari reprend l'antenne, et là, elle s'indigne, mais 100 000 renvois par an, ça fait pas le million promis. Bah oui, c'est de l'arnaque. Et puis à côté, il y a un éditorialiste du Figaro, Alexandre Devecchio, qui analyse, alors ouais, cette déclaration, j'ai peur que ça apparaisse comme une marque de fébrilité. Ça, c'est pour la forme, mais sur le fond, il n'y a rien de très choquant. Voilà. C'est juste une mesure qui revient à un crime contre l'humanité, hein, d'organiser la déportation, mais c'est pas grave. Tout va bien. Quelques heures plus tard, Yvan Rioufol, toujours du Figaro, explique très doctement, alors je ne suis pas sûr que les gens sachent de quoi on parle quand on parle de remigration. Il faut lire Renaud Camus pour savoir ce qu'est la remigration. Ben oui, ça vous manque, vous n'avez pas lu Renaud Camus. Alors, cela fait partie des concepts qui ont été développés par cet écrivain, qui va de pair avec le grand remplacement. La remigration, c'est le phénomène qu'ont connu les Français d'Algérie quand ils ont dû quitter l'Algérie comme étant des colons indésirables. La remigration, c'est de faire repartir les nouveaux colons, ceux qui sont arrivés en France. Voilà comment est justifié en quelques phrases la remigration de Zemmour, en faisant un parallèle entre la situation de l'Algérie en 62 et enfin voilà, la colonisation de l'Algérie, et comme si la France était colonisée comme l'Algérie l'était à l'époque. Et là-dessus, Pascal Praud fait son petit commentaire pour dire Zemmour a eu le mérite de mettre sur la table des sujets dont personne ne parlait, et c'est très intéressant de ce point de vue. Sa campagne était très intéressante. Le problème de Zemmour, c'est qu'il baisse dans les sondages. Alors du coup, Pascal Praud mise à nouveau sur Marine Le Pen. Selon lui, elle parle avec beaucoup de justesse, avec beaucoup d'authenticité. Bah oui, l'un des effets pervers de cette montée en puissance et de ce temps d'antenne dédié à Zemmour, c'est que, et qui est tellement extrémiste, c'est que du coup ça a rendu Marine Le Pen très très respectable, et c'est peut-être le plus grand danger qu'a apporté Zemmour, en plus d'imposer justement des thèmes qui ont pollué la campagne. Alors Jérôme Béglé du Journal du Dimanche est d'accord avec Pascal Praud sur Marine Le Pen. On peut dire, sans prendre parti, qu'elle a fait une excellente campagne. Techniquement, elle n'a pas fait de faute. Elle a gardé son calme au moment de la tempête Zemmour. Et puis il y a aussi des éditorialistes moins droitiers sur des chaînes de service public, comme sur France 5, dans C'est dans l'air, le vénérable Roland Cairol, 80 ans, qui explique que l'élection de Macron est faite. Voilà, donc on n'a plus besoin d'aller voter. La question, c'est pour le second tour. Qui il vaut mieux avoir en face de soi et avec quels arguments? Caroline Roux, l'animatrice, intervient pour dire, alors c'est soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite. En gros, il n'y a pas de... Voilà. Tout ce qui est à gauche de Macron, c'est l'extrême gauche. Tout ce qui est à droite de Macron, c'est l'extrême droite. Voilà. Et alors, Roland Cairol explique qu'il y a une bonne trentaine de % de Français qui sont dans l'extrême droite. Je trouve que c'est peut-être plus rassurant pour le pays d'avoir une confrontation avec cette partie du pays pour gérer ensuite les contradictions, savoir y répondre, savoir organiser le débat dans la société. Voilà une personnalité, un éditorialiste qui n'est pas d'extrême droite, on ne peut pas lui reprocher ça, mais qui fait quand même la promotion de l'extrême droite et qui promeut le débat Macron-Le Pen, le débat entre en gros la droite autoritaire et l'extrême droite. Parce que c'est aussi, voilà, c'est ce qui arrange tout le monde, à droite ou au centre, quand on considère que Macron est au centre. Alors quelques jours plus tôt, au début de la guerre en Ukraine, l'éditorialiste Nathalie Saint-Cric, donc sur France 2, encore une chaîne du service public, et éditorialiste sur France 2, donc à propos de la guerre en Ukraine, elle disait « ça risque de priver les Français d'un débat démocratique, parce qu'on aura peut-être tendance à enjamber la présidentielle, ce qui serait problématique, mais au vu de ce qui se passe, ce serait vraiment très secondaire. Ce serait un drame très secondaire. Donc c'est pas grave, à la rigueur, on peut annuler les élections et renommer Macron pour 5 ans. Alors ces chaînes d'information dont j'ai plus abondamment parlé sont détenues par des milliardaires, je l'ai dit. J'essaie d'expliquer un petit peu pourquoi elles tiennent ce discours. Et ces milliardaires, ces industriels, tous dépendent des commandes ou de la régulation de l'État. Ils sont aussi des acteurs majeurs, des grands bénéficiaires de l'économie néolibérale. Donc ces capitaines d'industrie et leurs salariés, dans les chaînes info, ont tout intérêt à promouvoir, comme le pouvoir en place, une alternative entre la droite autoritaire d'Emmanuel Macron et l'extrême droite
de Le Pen ou Zemmour, parce que pas plus l'une que l'autre, pas plus la droite autoritaire que l'extrême droite, ne menacent leurs intérêts. Aucune ne prévoit d'exproprier les patrons ou de rétablir l'ISF. Je vais résumer cette alternative qui nous est proposée en reprenant le célèbre adage des années 30. C'est plutôt Hitler que le Front populaire. Un adage qui a été réactualisé par Raphaël Enthoven sur LCI assez récemment, qui disait plutôt Le Pen que Mélenchon. Alors on pourrait ajouter plutôt Zemmour que Poutou. Alors voilà pourquoi quand un candidat affirme que les HLM sont des foyers d'islamisation, on le laisse dire, on ne le reprend pas, on s'intéresse au contraire à sa capacité d'empathie. Mais si un invité de gauche réclame de nationaliser les EHPAD ou les autoroutes, alors là, immédiatement, il se trouve des experts, des chroniqueurs économiques, pour dire que ce serait vraiment de la folie, que le privé est bien meilleur gestionnaire que l'État. Voilà, tous ces exemples ou ces contre-exemples par rapport à la presse indépendante, pour dire que justement la presse indépendante est vitale. Et pour moi, en premier lieu, c'est-à-dire que j'en suis un grand consommateur, parce que voilà, sinon je finirais par devenir aussi réac que les chaînes que je regarde. Mais heureusement, j'ai d'autres points de vue, notamment dans la presse indépendante, pas que, parce qu'il y a aussi des journaux plus établis qui peuvent faire des choses intéresses. Mais voilà, la presse indépendante est une source d'information vraiment vitale pour moi, pour avoir les moyens de décrypter ce que j'observe tous les jours à la télé. Donc longue vie à ces médias qui sont représentés ici, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Et avant de passer du coup à la case alternative, puisque tu fais aussi partie du collectif Stop Bolloré, donc c'était intéressant que tu nous en parles sur la façon dont, voilà, même brièvement sur la façon dont les modes de réaction qui sont envisagés par ce collectif. Et peut-être qu'Olivier, tu pourras vous dire quelques mots sur les protocoles qui sont envisagés par des collectifs, notamment droit Crimed, enfin les alternatives qui sont envisagées ou les choses qui sont proposées pour arriver justement à sortir de cette hégémonie des grands groupes réactionnaires soutenus par des milliardaires. Mais je voulais te demander, c'est cette fascisation des élites avec beaucoup de guillemets, qui paraît assez évidente maintenant. Toi qui observes ça depuis à peu près une dizaine d'années, est-ce que tu as vu un moment charnière? Est-ce que tu as vu un moment où il y a vraiment eu un basculement à tes yeux, où il y a vraiment eu ce côté roue libre qu'on observe aujourd'hui et qui peut-être était moins caractérisé avant? Est-ce que tu as vu un moment de basculement et selon toi, il est dû à quoi? C'est difficile d'identifier un seul moment de basculement, un unique moment où tout aurait basculé. Je pense que c'est quand même progressif. Je pense que en fait, ça a vraiment viré, ça a vraiment dérivé avec l'arrivée de Sarkozy au pouvoir et sa campagne de 2007, donc avec Patrick Buisson aux manettes, qui a décidé d'aller sur les terres de l'extrême droite et de reprendre en cours les thématiques de l'extrême droite pour siphonner les voix du Front National et se faire élire. Et là, vraiment, il y a eu un changement. Enfin, je pense que c'était vraiment. On sait la violence des discours de Sarkozy son ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Ces histoires de Karcher, de racailles, etc. Il y a aussi un vocable qui est réapparu, qui moi me semblait. Qui est le terme musulman. C'est-à-dire que tout d'un coup, jusque-là, on parlait des Maghrébins. Alors, il y avait plein de gens qui étaient racistes et qui vilipendaient les Maghrébins, la racaille des banlieues, etc. Mais tout d'un coup, c'est devenu des musulmans. Et on en a fait un conflit, justement, civilisationnel sur lequel joue encore aujourd'hui Zemmour. Et ce terme musulman, au lieu de dire immigré, descendant d'immigrés, deuxième génération, maghrébin, etc., ce terme musulman, en fait, ça renvoie à la colonisation de l'Algérie, parce que justement, les habitants de l'Algérie étaient classés entre français et musulmans. Et donc, je pense que voilà, ce vocabulaire qui a été introduit par Sarkozy a été vraiment à un moment, enfin, ce quinquennat a été vraiment important. Et ensuite, voilà, c'est une lente glissade. La dédiabolisation du Front National, comme on dit, alors ça me fait un peu rigoler parce que tous les éditorialistes, tous les experts en plateau vous expliquent que le Front National s'est dédiabolisé, mais c'est eux qui l'ont dédiabolisé, c'est eux qui ont tendu le micro, c'est eux qui ont fait de Le Pen une vedette glamour qui a tellement souffert dans son enfance, qui aime tellement ses chats, etc. Enfin, et après ils me disent oh ben là, elle a réussi à se dédiaboliser. Bah oui, forcément.
Voilà, après, après, il y a eu, c'est difficile, il y a eu la répression des lois de travail qui a été très violente, j'en oublie, parce que c'est une lente montée en puissance, malheureusement, des thématiques d'extrême droite. Il y a eu l'arrivée donc de Macron avec Darmanin, avec la répression avec Castaner puis Darmanin et la répression des mouvements sociaux aussi très violente. Et puis la mainmise des idées un peu du printemps républicain, c'est-à-dire des gens qui se prétendent de gauche mais qui en gros sont des islamophobes. Et donc la prégnance de ces idées au gouvernement, avec des Darmanin, avec des Schiappa, avec des Blanquer, qui aboutit à la loi séparatisme et en ce moment à la fermeture de plein d'associations pour des raisons totalement bidons. Tout ça parce qu'elles regroupent des musulmans. Alors au lieu de c'est pas des associations qui font du prosélytisme ou qui encouragent le djihad, c'est tout simplement qu'on va faire un contrôle et on s'aperçoit que les règles d'hygiène et de sécurité ne sont pas bien respectées, hop, on ferme l'association. C'est aussi un calcul politicien, un calcul stratégique de la Macronie, d'ériger l'extrême droite en seul adversaire, parce que c'est plus facile ensuite de les battre en disant il faut faire barrage à l'extrême droite. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Quelques mots sur le collectif Stop Bolloré, auquel je participe à titre individuel, même si la Société des journalistes de Télérama a aussi signé l'appel, le manifeste du collectif. Moi, je parle un petit peu de mon cas, mais c'est la première fois que je signe une pétition en fait. Parce que en tant que journaliste, ça me semblait, c'était une ligne rouge pour moi, c'était ne pas signer de pétition pour garder mon indépendance, pour ne pas être catalogué, taxé d'appartenir à tel ou tel mouvement. Mais ayant observé ce qui se passait sur CNews dans les médias de Bolloré depuis des années, il m'a semblé que là c'était vraiment la démocratie qui était en danger, le débat public. Et du coup j'ai signé, un peu comme Daniel Schneiderman qui lui-même a expliqué, Daniel Schneiderman, donc le patron de Arrêt sur Image, qui lui-même a expliqué que c'était aussi la première fois qu'il signait une pétition parce que ça lui semblait ce qui se passait lui semblait trop dangereux et lui rappelait beaucoup trop les années 30. Voilà, et donc ce collectif, un petit peu informel, mais en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il regroupe, il fédère vraiment plein d'organisations, de gens différents, à la fois des organisations non gouvernementales, des associations de défense des droits de l'homme, des syndicats de journalistes, des organisations professionnelles de journalistes, mais aussi l'édition, puisque l'édition est très menacée par la fusion entre Hachette et Vivendi. Et du coup, ça fédère tout un tas de bonne volonté. Ça, c'est très intéressant. Et du coup, il y a des actions qui sont envisagées. Donc c'est Arié Halimi, qui est un avocat, qui est plutôt un juriste. Donc l'accent est mis d'abord sur des actions juridiques, donc une saisine de l'Arcom très très étayée, qui fait 40 pages, qui liste un petit peu tous les... C'est quoi l'Arcom? L'Arcom, c'est l'ancien CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc l'autorité de régulation du secteur de l'audiovisuel. Il y a aussi des plaintes au pénal qui sont déposées pour incitation à s'armer contre une partie de la population et puis diffusion de propos et d'images extrémistes à des mineurs. Il y a aussi une action envisagée au niveau des autorités européennes de la concurrence. Et puis voilà, après il y a des actions qui sont menées, des manifs, des meetings, et des revendications qui sont pour lutter contre la concentration des médias et pour réviser la loi de 1986 anti-concentration des médias qui est complètement dépassée. Parce qu'à l'époque, il y avait 5 chaînes de télé et Internet n'existait pas. Et puis aussi donner plus de pouvoir aux journalistes dans les rédactions en donnant un statut juridique aux sociétés de journalistes, en obligeant à avoir des journalistes dans les conseils d'administration. Courage à aller sur le site Stoppons Bolloré et à vous informer parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Il y a pas mal de médias indépendants d'ailleurs qui ont signé, qui ont participé à ce collectif. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions... Une question, parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je voulais revenir sur... on se concentre à juste titre sur Bolloré, les éditorialistes de droite, etc. et la manière dont ils relaient la campagne de Zemmour fasciste. Mais je trouve qu'on ne se concentre pas
il m'a pas semblé en tout cas voir apparaître ça sur le bout de la chaîne finalement, sur les journalistes de terrain aussi, qui en meute vont tendre des micros sans se questionner. Alors je sais pas si dans leur fort intérieur ils sont dégoûtés de faire ça ou pas, mais je sais pas si toi tu connais des journalistes de terrain qui se disent bon bah c'est le boulot et qui il n'y a pas un moment donné dans leur tête où ils se disent est-ce que là c'est pas un moment où il faut que je rentre en résistance, que je refuse dans ma rédaction en fait de relayer ce vomi et voilà. Il y a une chaîne de responsabilité je trouve qui est longue et on n'a pas questionné à mon avis suffisamment cette fin de la chaîne. Moi en tant que journaliste vraiment alors bon on se dit toujours ça, hein, j'aurais été résistant en 40, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une question que je me poserais, voilà, si je devais faire ça. Alors après on sait qu'il y a de la précarisation, que c'est pas facile pour tout le monde aussi quand tu es en CDD ou en stage de rentrer à la rédac et de dire à son patron non. Mais voilà, ma question c'est ça, voilà. Est-ce que tu connais un peu des voix qui se sont élevées dans des rédactions de journalistes de terrain ? Ouais, alors dans ma pratique quotidienne, j'essaie justement de ne pas nommer ces journalistes de terrain, sauf quand ils sont vraiment caricaturaux, parce que j'estime qu'ils ne sont pas forcément maîtres de leur destin, on peut dire, et de ce qu'on leur fait faire. Je nomme voilà, les éditorialistes, les présentateurs vedettes qui s'engagent et qui assument leurs engagements. Effectivement, moi aussi je me pose beaucoup de questions, je n'ai pas forcément de réponse sur l'éthique de ces journalistes, mais ça m'arrive quand même d'avoir effectivement des retours, même si je ne les connais pas vraiment, d'avoir quand même quelques retours de personnes qui sont écœurées d'être obligées de suivre la meute, d'être dans la forêt de micros et de caméras qui suit Zemmour. Mais je pense que comme tu viens de le dire, ce qui est vraiment primordial, c'est la précarité, malheureusement, c'est la précarité des journalistes, c'est-à-dire que pour se faire un trou, pour se faire sa place, qui embauche, qui va faire des piges je parle en télé surtout, mais voilà, qui va aller demander des piges à un caméraman ou un journaliste de terrain, c'est BFM TV. Donc du coup, s'ils veulent commencer à bosser, éventuellement pour se faire reconnaître un peu et ensuite aller faire autre chose, mais voilà, s'ils veulent commencer à bosser, ils sont obligés de se plier à ce que leur demande de faire BFM TV. Et donc je pense que quand même les rédactions en chef, les directions des rédactions et les actionnaires derrière sont quand même des premiers responsables. Parce qu'en plus, ça dépend vraiment. Je prends les manifs des Gilets jaunes, c'est-à-dire sur les chaînes info, les reporters étaient derrière les flics, étaient avec les flics, quoi. Et alors moi, alors que les journalistes indépendants, au contraire, étaient du côté des manifestants et du coup pouvaient documenter les violences policières. Alors c'est le cas bien connu du journalisme de préfecture, c'est-à-dire qu'on on relaie ce que disent les autorités et on met en doute la parole des simples manifestants. Mais je pense que c'est aussi des rédactions en chef qui disent on t'a pris rendez-vous, on t'a rendez-vous avec telle unité de police que tu vas suivre toute la journée, et le pauvre gars il n'a pas choisi, quoi. Et je vais prendre un autre exemple qui date un peu, et de France 2, parce que là du coup c'est un témoignage direct que j'avais eu du journaliste qui était de terrain, qui était un journaliste de terrain du temps de Pujadas, du temps où Pujadas présentait le 20h de France 2, et donc la ligne éditoriale était encore plus réac, était bien réac. Et ce journaliste va au Groenland pour faire un sujet sur les effets du réchauffement climatique. Et donc il montre que c'est catastrophique parce que le mode de vie des habitants est bouleversé, que la faune, la flore, les habitants sont bouleversés dans leurs habitudes. Et puis il montre aussi que du coup, comme le territoire devient plus accessible, ça peut aussi susciter l'appétit, la convoitise de groupes miniers ou pétroliers qui vont pouvoir aller explorer les ressources naturelles sur place. Il revient, il fait son montage, donc en montrant à la fois les aspects positifs, si on peut dire, pour l'industrie ou l'industrie extractive, et puis en montrant les conséquences sur les populations. Et la rédaction en chef lui dit non, mais ça ne nous intéresse pas, ils n'ont gardé que les aspects positifs. Et ils ont fait un sujet qui est passé sur le JT de France 2 qui disait c'est génial, le réchauffement climatique, grâce au réchauffement climatique, le Groenland va pouvoir devenir une mine à ciel ouvert. Et voilà, et du coup
du coup, moi, j'ai fait un papier, enfin une chronique pour dire voilà, que c'était délirant, et sans citer le nom du journaliste, qui après m'a appelé en me disant je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, parce que moi, c'est pas ce que je voulais faire, mais voilà, c'est la rédaction en chef qui est intervenue après mon travail pour aller dans le sens qui leur plaisait à eux. Alors, donc moi, j'ai tendance à plutôt excuser, pas forcément excuser, mais en tout cas à avoir de l'indulgence pour les journalistes de terrain qui doivent manger, tout simplement, qui doivent travailler et qui sont malheureusement dépendants de décisions sur lesquelles ils n'ont que très peu de prise. Et là-dessus, je conseille l'excellent livre d'Olivier Goujon qui s'appelle Ces cons de journalistes, qui est très intéressant, ce genre justement sur ce qui est imposé aux journalistes qui pour bouffer sont obligés des fois de faire de la merde en fait. Et de voir leur travail de terrain qui est parfois extrêmement bien fait, s'aborder ensuite en post-prod par les rédactions. Tu voulais prendre le micro? Oui, c'est juste une question. Est-ce qu'il y a des journalistes ou des gens qui bossent dans les médias qui se posent actuellement la question de créer une chaîne alternative sur la télé, ou de créer, je sais pas moi, une radio sur la bande FM? Est-ce que ça, c'est même, je sais pas, est-ce que des gens se posent la question, ou est-ce que c'est complètement pas d'actualité, quoi? Donc je sais pas si tu as des infos là-dessus. Je peux essayer de répondre. Non, la difficulté de la télé, un peu moins de la radio, mais la difficulté de la télé par rapport à la presse écrite ou à la presse internet, c'est que ça demande quand même beaucoup de moyens. Et puis des fréquences qui sont attribuées par l'État. Et donc du coup, c'est quasiment impossible de monter une télé indépendante qui serait diffusée nationalement, gratuitement sur la télévision numérique terrestre ou même régionalement. Voilà, donc les télés qui se créent, qui peuvent parfois être très bien, se créent sur Internet. Voilà, il y a Blast, il y a Le Média, il y en a d'autres. Il y a Arrêt sur Image qui fait des émissions de télé aussi. Enfin, je cite celles qui me passent par la tête, mais il y a plein d'autres médias indépendants intéressants. Et donc, la télé, c'est lourd quand même. Ça s'est allégé parce qu'avec le numérique, c'est devenu plus facile. Mais ça demande quand même beaucoup de moyens et des fréquences. Et c'est pareil un peu pour les radios, c'est-à-dire qu'il faut avoir une fréquence aussi. Et voilà, on ne peut pas aller débarquer sur la bande FM comme bon nous semble. Donc du coup, les radios indépendantes ou les podcasts intéressants qui se créent sont souvent aussi sur Internet. Mais effectivement, il y aurait peut-être... Oui, il y aurait sûrement, mais du coup, il faudrait mettre beaucoup de gens, beaucoup de bonne volonté, beaucoup de moyens pour réussir à imposer un projet. Et justement, sur cette question, un truc qui me stupéfie, c'est l'absence dans le débat public des revendications concrètes qui sont portées par certaines assos mais qui sont assez peu entendues. Et par exemple, je sais, de ce que je sais, je crois qu'il y a que la FI qui propose un programme un peu construit sur l'audiovisuel et sur la façon de pouvoir gérer ça. Après, j'ai pas lu tous les programmes, donc peut-être que je me trompe, mais et notamment il y a des propositions qui sont assez efficaces, notamment qui ont été portées par des mouvements d'Amérique du Sud, notamment au début de Chavez. Voilà, après, le Venezuela est devenu ce qu'il est devenu ensuite, mais à l'époque, il y avait quand même des mesures qui étaient assez intéressantes. Et notamment, il y avait une règle qui était celle des 3/3, qui avait été imposée à l'époque et qui ensuite a été reprise en Équateur aussi. C'est 1/3 de médias communautaires subventionnés, 1/3 de médias publics, donc gérés par l'État, et 1/3 de médias privés qui font ce qu'ils veulent. Et cette répartition, c'est vrai que ce serait une solution qui permettrait aussi d'avoir plus de médias communautaires, de médias populaires de quartier, de médias indépendants qui seraient soutenus par actuellement. C'est une revendication, notamment Le Ravi a fait un appel dans ce sens il y a quelques temps. J'en ai vu qu'il y a un journal d'enquête marseillais qui galère régulièrement à avoir de la thune, comme beaucoup d'entre nous. Mais ce serait l'idée d'avoir des médias où c'est parce qu'il y a faut quand même jamais oublier que beaucoup des médias qu'on lit pas parce qu'on trouve ça nul, mais ils sont soutenus, subventionnés, supportés par l'argent public, quoi. Il y a des médias qui ne tiendraient pas sans des mannes d'argent public, qui vont à des journaux qui sont déficitaires et qui n'intéressent pas plus grand monde, sinon ils seraient moins dans la merde, alors qu'à côté tu as les petits journaux indépendants qui font un travail qui est relié sur le terrain, avec un travail d'enquête sérieux. Eux galèrent devoir se jongler avec un peu de l'argent de la DRAC
Donc la DRAC, voilà, c'est un truc régional culturel, en faisant de l'éducation populaire dans les collèges, un petit peu de subventions par-ci, beaucoup de donations par-là, et beaucoup de galères et beaucoup de bénévolat. Et voilà, il y a quand même des modèles comme ça qui sont assez simples à imaginer. Et je trouve ça assez étonnant que ce soit pas plus porté, que ce soit par des sociétés de journalistes, ou par des politiques, où on a l'impression que c'est quand même un grand absent du débat public, cette question de la répartition de la gestion de l'espace médiatique comme un espace démocratique essentiel. Enfin, comment ça se fait que ce soit aussi peu abordé? Le problème, encore une fois, c'est que le débat est cadré par la droite et l'extrême droite. Et voilà, ce qui est en débat à propos de l'audiovisuel en ce moment, enfin des médias en ce moment, c'est la suppression de la redevance qui a été proposée par Macron, qui a repris une proposition en fait de Zemmour et de Le Pen, donc de l'extrême droite. Et alors du coup, j'en profite. Je connais pas les programmes très bien de tous les candidats sur l'audiovisuel, mais en tout cas, c'est ce qui domine dans les médias, enfin sur l'audiovisuel en ce moment. Le débat, c'est pour ou contre la redevance audiovisuelle. Et j'en profite pour défendre la redevance audiovisuelle qui a bien des défauts, parce que déjà c'est pas un impôt progressif, donc je pense qu'elle pourrait être réformée pour être beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Mais pour défendre aussi les médias de service public qui ont bien des défauts. Moi, ça fait longtemps que je n'écoute plus la matinale de France Inter, par exemple. J'ai cité tout à l'heure quelques interventions sur France 2, sur France 5 de Nathalie Saint-Cric ou de Roland Quérol. Voilà. Mais malgré tout, c'est quand même sur le service public qui se programme, sur France Télévisions. Si je parle de ce que je connais, donc la télévision, sur France Télévisions et sur Arte, c'est là qu'il se passe quand même des choses intéressantes. C'est là qu'on voit des documentaires, des enquêtes intéressantes qu'on ne verrait jamais sur les médias privés, tout simplement parce qu'elles s'attaquent justement à des intérêts privés, à des intérêts d'annonceurs, et que ces chaînes dépendent beaucoup moins des annonceurs. Je prends un exemple, c'était pas un film extraordinaire du point de vue de la réalisation, mais il y a 2 semaines, je crois, il y a eu en prime time sur France 3, donc à 21h, un long film documentaire qui s'appelait Le siècle des couturières, et qui sur le fond était vraiment très intéressant parce que il remettait en valeur, donnait de la visibilité à ces 2 millions de couturières qui pendant des décennies et des décennies ont travaillé en France, qui ont été complètement oubliées à la fois par le mouvement ouvrier et par la politique. Et c'était presque un documentaire, j'allais dire intersectionnel, puisque c'était à la fois des femmes qui ont été oubliées parce que elles subissaient à la fois une domination sociale et une domination de genre. Donc c'est un documentaire très très politique, et ça on ne le voit que sur le service public. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Parce que l'idée c'est quand même que ce soit participatif, horizontal, autogestionnaire, démocratique, donc populaire, démocratique. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Oui. Ou une intervention, une participation, une remarque, un conseil de lecture ou de visionnage, et merde ma bière. Quel lien tu fais et vous faites entre le système économique dans lequel sont les médias, et particulièrement les médias d'information continue, et la montée de l'extrême droite? J'en ai parlé un peu, j'ai expliqué que l'alternative pour ces chaînes était, et pour leur patron, l'alternative la préférée, c'était entre l'extrême droite et la droite autoritaire, parce qu'aucune des deux ne menace leurs intérêts. Mais il y a un élément, parce que là j'ai analysé la chose d'un point de vue idéologique, mais il y a un élément aussi qui tient à l'économie de ces médias, c'est la concurrence. C'est comme ça que du coup le service public est important, parce que son seul critère n'est pas la concurrence, mais ce qui a fait qu'on a beaucoup parlé de l'extrême droite, et ce qui a fait monter Zemmour depuis la rentrée dernière, c'est le règne de la concurrence. C'est-à-dire qu'il faut faire parler de soi, il faut provoquer du clash, il faut que ça buzz. Et avec Zemmour, on sait que c'est un bon client, on sait qu'il va dire d'énormes atrocités. Et voilà, du coup, c'est aussi cette logique de concurrence qui pousse à aller toujours plus loin dans l'outrance, et du coup vers l'extrême droitisation du débat. Merci. Gary, puisque toi, tu veux pas dire un truc, toi, plutôt que de rester là, me regarder Allez, le chiffon. Tu n'as rien à dire? Ah, une question là-bas, oui. On va s'approcher, le fil est un petit peu court. Le chiffon, c'est le nom de son média.
Ah oui, non, c'est pas ça. Ah bon? De la précarisation des journalistes qui fait qu'ils sont de plus en plus obligés finalement de la précarisation des journalistes qui fait qu'ils sont de plus en plus obligés finalement d'obéir aux ordres des chaînes de télé et des médias dominants s'ils veulent pouvoir manger et vivre de leur travail. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner par rapport à ça? Je sais pas, est-ce qu'un journaliste présent ici pourrait avoir un conseil à donner, sachant que nous, on est médias indés, donc on est beaucoup à être soit journaliste, du coup pas, enfin moi je me considère comme étant un journaliste avec des guillemets quand même, parce que je pense que je fais un meilleur boulot que par exemple beaucoup de journalistes dont je lis la prose assez régulièrement, mais j'ai pas vraiment de conseils à donner parce que c'est pas mon vrai métier, enfin j'ai pas fait d'école, donc je sais pas. Comment on peut vivre indépendamment de ce métier quand on est, sans être... Je crois que tu as une idée. Non, j'ai pas vraiment d'idée, mais je peux revenir juste 2 minutes plutôt sur le constat et sur la sociologie des journalistes. Quand je suis devenu journaliste, il y avait 5 écoles de journalisme reconnues en France, qui étaient d'un prix très modique. Enfin voilà, en gros, c'était des frais d'inscription universitaire et éventuellement quelques centaines de francs en plus. Depuis, il y a 15 ou 20 écoles de journalisme qui se sont montées, qui sont reconnues par la profession et qui sont toutes des écoles privées et qui sont chères. Et du coup, il y a déjà une sélection sociale par l'argent sur les futurs journalistes. Donc voilà, ça fait une grosse sélection. Heureusement, il y a d'autres initiatives comme le Bondi Blog qui a créé une sorte d'école de journalisme. Enfin, il y a quelques autres initiatives qui partent justement plutôt des citoyens plus défavorisés. Mais voilà, le recrutement des écoles de journalisme aujourd'hui, c'est alors qu'avant aussi, dans mon jeune temps, les journalistes en gros commencer directement sur le terrain et sans faire forcément d'école. Aujourd'hui, il faut faire une école qui souvent est payante et chère. Donc voilà, ça fait une grosse sélection sociale, ça explique que voilà, le caractère moutonnier de beaucoup de journalistes. Et puis, de l'autre côté, du point de vue des employeurs, la précarité s'est développée parce que justement beaucoup de journalistes sont arrivés sur le marché puisqu'il y avait plus d'écoles qui en formaient. Et puis tout simplement la précarité s'est développée parce qu'elle s'est développée partout dans le pays. Voilà, les lois travail, les ordonnances travail, le développement des CDD, de l'intérim, ça a lieu dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de secteurs économiques, et ça a lieu aussi malheureusement dans le domaine des médias. Et du coup, c'est un bon moyen pour les patrons et les dirigeants des médias d'avoir des journalistes à leur merci. Et juste pour préciser, du coup on évoquera aussi des questions qui sont liées à ça dans la deuxième partie de la table ronde, justement sur la possibilité qu'il y aurait du coup en développant les aides et la mutualisation des ressources dans le cadre de la presse indépendante, à faire en sorte que les gens qui en font partie sortent justement de la précarité et puissent à divertis faire des piges bien payées. Et voilà, du coup, ce sera l'objet de la deuxième partie de la table ronde d'ici peu. Donc, on va proposer des pistes d'ici pas très longtemps là. Donc, faut rester attentif. Pour poursuivre un peu ce que tu disais sur les écoles de journalisme, moi j'en ai fait une à Paris qui s'appelle le SJ et qui effectivement est relativement chère. Et il y a autre chose en fait qui se joue, c'est-à-dire que même pour les enfants de classe moyenne, un peu comme je l'étais, qui donc au prix un peu de sacrifice financier des parents arrivent quand même à accéder à ces écoles. En fait, dans ces écoles-là, même quand on a son ticket d'entrée, on est quand même un peu relégué au fond de la classe, si je puis dire, sans faire de jeu de mots, parce qu'on se rend compte qu'en fait, les gens qui ont grandi à Paris ont du réseau, vont avoir des bons stages, qui ensuite donnent des bons emplois, etc. Et donc en fait, la classe sociale, elle est vraiment prédominante dans le recrutement des journalistes, ne serait-ce que par le réseau, quoi. Voilà. Et moi, quand je suis arrivé dans cette école, donc je venais de Nice. Donc évidemment je connaissais personne et je pensais que c'était bon, quoi. Voilà, j'ai eu le concours, je vais être journaliste, c'est super. Ça a été mes premiers questionnements justement sur la notion de classe, c'était ça, quoi. C'était de voir que des gens relativement pas intelligents avaient des stages à RTL, à machin et tout. Donc ça c'est vraiment un truc aussi qu'il faut casser, et ça peut se casser effectivement quand nos structures sont suffisamment renflouées pour pouvoir accueillir tous ces derniers de la classe, quoi. Voilà. Et un autre truc qu'on peut dire aussi sur ces écoles de journalisme là, c'est que vraiment le prix en vaut pas du tout la chandelle. Décommander à quiconque qui veut être journaliste de payer ces sommes astronomiques. Il y a d'autres moyens de se former au journalisme.
malheureusement, beaucoup d'employeurs quand même regardent ça sur le CV pour recruter. Mais bon, voilà, il y a l'exemple de Philémon qui a fait ses gammes en étant blogueur et en écrivant dans le Mouet et qui aujourd'hui propose des piges à Street Press, etc. Donc, voilà. Bon, ça c'est un autre problème. Il paye un peu tardivement et pas forcément très bien, mais voilà, moi j'ai dû déconstruire ce que j'ai appris et je me suis rendu compte qu'en plus c'était une formation qui était quasiment exclusivement technique. C'est-à-dire qu'on vous apprend à faire du montage, à parler dans un micro, à filmer, et puis finalement, l'esprit critique n'existe pas. Ruffin avait fait un bouquin qui s'appelait Les petits soldats du journalisme, et il notait ça, que lui, ce qui l'avait marqué d'entrée de jeu, je crois qu'il a fait le CFJ, il n'y avait pas de bibliothèque. Voilà. Mais moi, j'ai vraiment eu des profs qui m'ont dit, faut que vous lisiez un peu chez vous, quoi, mais nous, c'est pas l'enseignement qu'on va vous dispenser, en fait. Voilà, c'est toi, ta culture personnelle, donc, comme je me sentais pas légitime après pourtant avoir eu un coup de tampon qui disait que j'étais journaliste, après j'ai fait un master de sciences sociales et voilà. Ça par exemple c'est une entrée quand même pour comprendre la société qui est à mon avis bien plus conclusive pour ensuite retranscrire la complexité du monde puisque c'est un peu ça le boulot de journaliste. Voilà. Comme tu me pousses à faire une petite bafouille, je la fais. Je partage pas votre mansuétude vis-à-vis du bout de la chaîne, comme il a été dit, des journalistes de terrain. Il y a certes une aliénation les concernant, mais il y a aussi de la servitude volontaire. Et ils ont une responsabilité aussi à faire tourner la boutique. Et il me semble qu'il faut se poser la question de quitter le navire. Et pourquoi, comment, ça c'est une chose. Et une fois qu'on l'a quitté, comment œuvrer à son sabordage. C'est beau, merci. Tu vois, ça valait la peine. Une réponse. Non, mais ouais, sur le principe, je suis d'accord. Ça existe des journalistes voilà, qui font leur trou dans des médias assez conventionnels et puis qui se font remarquer soit qui se font remarquer par leur intégrité et qui se retrouvent embauchés à Mediapart, ou des gens qui en ont ras-le-bol. Je pense à Martin Baudrero qui a fondé une radio, justement, on parlait de médias, voilà, qui a fondé Radio Parleur, donc qui est un média indépendant, et voilà, qui travaillait sur RMC, donc et voilà, sur le groupe BFM TV aussi, et voilà, qui était très fort, qui était très, très performant pour travailler sur RMC, et qui a préféré prendre le risque de quitter RMC pour fonder un média indépendant. Est-ce que c'est pas plus facile quand on a le capital social et culturel? Oui, dire prolétaire qui se retrouve journaliste et pour un crédit à 2 euros. Au moins, est-ce que quand on est prolétaire, on peut œuvrer pour j'ai pas de réponse, malheureusement, j'aimerais bien en avoir, mais non, j'ai pas vraiment de réponse. Non, mais effectivement, c'est ce dont vous allez parler après, mais l'auto-organisation, ouais, je pense qu'il y a plein de choses à faire, parce que moi je vois ce bouillonnement, ce foisonnement des médias indépendants qui est super riche mais qui travaille un peu chacun dans son coin, et qui, voilà, il faut déjà être averti pour savoir que ça existe et aller les voir. Bon, voilà, c'est dommage. Et c'est vrai, c'est une bonne remarque que tu fais sur le fait que, c'est notamment nous qu'on s'est rendu compte, étant un petit journal à Narnissois, voilà, et c'est vrai qu'en France, il y a clairement, on s'en rend compte à chaque fois qu'on monte à Paris aussi, c'est qu'il y a clairement, c'est quand tu n'es pas à Paris, tu n'es pas à l'endroit où il faut être pour développer du réseau, pour faire des levées de fonds. Enfin, une levée de fonds d'un journal niçois, on arrive à faire 1 000, 2 000 euros, quoi. C'est sur quelques mois, on est content. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'entre-gens, comme on est un pays qui s'est développé depuis très longtemps sur une centralité de la capitale, c'est vrai que quand t'es pas passé par des écoles, par un entre-gens, un entre-soi aussi, quand t'as pas l'accès à tout ça, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à faire vivre ton journal de province avec toutes les guillemets nécessaires, parce que cette différenciation et cette hiérarchisation entre la capitale et la périphérie est débile. Mais c'est une réalité malheureusement, et c'est vrai que quand t'es à la fois prolo de province, c'est très compliqué d'arriver à développer une structure, que c'est parce qu'une levée de fonds, quand tu connais les bonnes personnes à Paris, ça peut aller très vite, et effectivement c'est ce qu'avait fait aussi, voilà, c'est ce qu'avait fait Plenel en partant du Monde, qui est aussi un bon exemple de personnes qui avaient fait pour le coup Plenel et Modu à l'époque, c'est comme un peu de la merde au monde, et ils se sont rachetés en faisant un très bon journal Mediapart, mais
Mais voilà, ils ont pu lancer ça grâce à aussi des contacts. Ce qui est plus compliqué, beaucoup plus compliqué, voire inenvisageable de la part de structures. Donc effectivement, il y a plein de dominations déconstruites, la domination capitaliste qui fait que quand tu es prolétaire, tu peux pas vraiment choisir de te barrer et de mettre tes enfants à la rue. Parce que voilà, tu vas être obligé de manger, donc tu vas pas y échapper. C'est plus compliqué dans des situations de menace et de précarité, sachant que tu as une vie en jeu. Et pour créer quoi Pour créer une structure qui va être tout aussi précaire, qui va être précaire et qui va galérer pendant des années. Donc c'est des vraies problématiques. Donc on parlera de tout ça du coup en deuxième partie de la table ronde, mais c'est ça dont on voudrait parler justement, c'est comment faire en sorte de créer un écosystème pérenne de la presse alternative qui nous permettent à tout à chacun, vraiment de faire vivre un journalisme indépendant de qualité sur des bases exigeantes qui sont celles plus ou moins de la recherche en sociologie en fait, parce qu'au final les critères d'un bon journaliste c'est les mêmes que les critères des sciences humaines en fait, voilà, c'est référençage, sourçage, respect des enquêtes de terrain, si je me sens, et si avec les camarades du Mouet dont on fait partie, on se sent journaliste et si on se dit qu'on pratique du journalisme de qualité, c'est justement parce qu'on est une partie pas tous, avoir fait nos armes à l'université où on a appris justement qu'un bon mémoire de Master 2, il faut que toute personne que tu cites, il faut qu'elle soit, tout est référencé, sourcé, voilà, mais comment faire vivre ce travail et comment faire en sorte que les gens qui le pratiquent puissent avoir une vie décente, ce sera l'objet de, là je fais un teasing de folie pour la suite. Donc là on va faire une petite pause et après on abordera ces questions du coup sur comment créer, comment envisager un écosystème pérenne de la presse pas pareille. Et voilà, mais ce sera pour la deuxième partie de cette table ronde. Donc est-ce que quelqu'un a une remarque peut-être encore? Non, oui. Ouais. Ah, ça y est. Oui, moi je voulais vous remercier parce que je lis attentivement vos chroniques et j'ai pas la télé depuis plus de 20 ans et en fait ça me permet d'être un peu au courant de ce qui s'est dit et les premières fois où j'ai lu vos articles j'en revenais pas. J'ai vérifié, mais ça paraît parfois ce que vous décrivez ça paraît tellement fou que on se dit non il exagère et en fait non. Donc ça c'était la première chose, je voulais vraiment vous remercier, ça a une utilité sociale en ce qui me concerne. Je vois d'autres personnes qui font. Oui, merci de regarder la télé pour nous quoi. Voilà c'est ça, je vais pas me l'infliger. Parfois je me dis mais comment il fait pour supporter. Et puis ensuite quels sont vous avez dit que vous êtes très influencé par certains médias indépendants, lesquels vous consultez le plus? Je suis un fidèle lecteur de Mouet. Je suis un fidèle lecteur de Mouet depuis cet après-midi. Non, je découvre, donc je suis très heureux de l'invitation parce que du coup ça m'a permis de découvrir Mouet. Ça m'embête de les citer parce que je vais forcément en oublier. Je peux en citer, voilà, je vais citer Arrêt sur Image forcément parce que c'est un média de décryptage des médias, donc c'est dans mon domaine aussi et voilà, on se complète bien. Voilà, des institutions comme Mediapart, bien sûr, voilà, Reporter. Je pense à Splan, par exemple, qui est assez récent, qui est en Bretagne, qui fait des enquêtes, notamment sur l'agro-industrie en Bretagne, des choses qui sont complètement passées sous silence par les médias, les Ouest France, le Télégramme, etc., ou les stations de France 3, parce que c'est des sujets très sensibles ou qui touchent à la fois les agriculteurs, les industriels, les politiques et voilà, donc, des médias qui se montrent comme ça, c'est vital. Qu'est-ce que je pourrais citer encore? J'aime beaucoup Basta aussi, je lis pas mal Basta. J'écoute un peu Radio Parleur aussi. Forcément j'en oublie. J'aime bien CQFD aussi parce que voilà, CQFD, ça m'arrive même de leur filer des papiers gratuitement aussi, pour mon loisir, par amitié. Il y en a des tas, c'est difficile. Ah oui, il y a la carte. Ah bah voilà. Merci. Donc la carte. Ça non. Non mais voilà. Alors,